Bonjour tout le monde. Dans la capsule d'aujourd'hui, on va discuter ensemble de la théorie des déficits jumeaux. Donc la théorie des déficits jumeaux, elle a pris naissance dans l'étude des déficits américains. On s'est rendu compte de la chose suivante. Lorsque le gouvernement américain fait des déficits, donc c'est-à-dire lorsque les dépenses du gouvernement sont supérieures aux revenus de taxation, eh bien on l'observe que le compte courant est négatif. Le compte courant, ça se trouve être les exportations moins les importations. Donc, lorsque le déficit gouvernemental augmente, eh bien, on se rend compte que notre compte courant diminue, c'est-à-dire que notre balance commerciale se détériore. Ensemble, on va voir pourquoi on peut observer ce concept-là de théorie de déficit jumeau. On va voir qu'on l'observe effectivement aux États-Unis et au Canada, mais que cette théorie-là n'est pas forcément observée partout. Donc, en Union européenne, la théorie des déficits jumeaux ne semble pas, par exemple, être aussi importante qu'aux États-Unis. Donc, comment est-ce qu'on explique la relation entre le déficit gouvernemental et le compte courant? Laissez-moi commencer par vous montrer une équation avec laquelle vous devriez être familière. Le PIB, la production économique, ou encore le revenu du pays, le revenu national, est égal, est égal aux dépenses de consommation des individus, plus les dépenses d'investissement des entreprises, plus les dépenses du gouvernement, plus les exportations nettes. Donc ici, laissez-moi le mettre comme étant le compte courant. Donc dans le compte courant, vous avez aussi quelques autres choses que les exportations et les importations, mais cette composante-là d'exportation-importation est de loin l'élément le plus important. Donc assumons pour l'instant que le compte courant, que les exportations moins les importations sont synonymes de compte courant. Donc voici mon équation. Qu'est-ce qu'elle me dit? Elle me dit que mon revenu économique, la valeur économique au pays, ce revenu-là est dépensé par les consommateurs, ils dépensent pour consommer, la dépense autonome et la dépense pour les biens et services des consommateurs, par les entreprises qui, elles, investissent dans des biens et services, par le gouvernement, naturellement, qui dépense dans l'économie, et, et la balance qui s'en va dans les, euh, dans les flux internationaux. Donc ça, ce sont les composantes de notre revenu national. Retravaillons un petit peu l'équation ensemble pour dégager des identités pertinentes. Donc voyons voir ici une identité intéressante. Y, le revenu national, moins les dépenses de consommation, moins les dépenses du gouvernement, doit être égal à l'investissement plus le compte courant. Cette identité-là est très intéressante. Pourquoi? Parce que le terme de gauche ici, ça se trouve être l'épargne. Donc, le revenu national qui n'est pas dépensé par les consommateurs et qui n'est pas dépensé par le gouvernement, eh bien, ça représente l'argent qui est épargné par les agents économiques. Et cette épargne-là doit être égale à l'investissement. Ça, c'est dans un modèle fermé. Dans une économie fermée, on est certain que l'épargne doit être égale à l'investissement. Ici, comme on est dans une économie ouverte, c'est possible, par exemple, qu'on épargne plus que ce que les investisseurs aient envie d'investir au pays. Qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là avec notre excès d'investissement? Eh bien, on l'envoie à l'extérieur. On l'envoie vers des pays étrangers. Donc, ici notre formule, notre équation. Mais laissez-moi encore retravailler un petit peu notre équation. Je veux avoir plus de détails sur les origines de l'épargne. Donc, l'épargne peut provenir de deux sources. Elle peut provenir des consommateurs ou elle peut provenir du gouvernement. Comment ça? Eh bien, l'épargne des consommateurs, laissez-moi la noter ici, SC, eh bien, SC, l'épargne des consommateurs, c'est égal aux dépenses, aux revenus de l'individu, moins les dépenses de consommation, moins les dépenses de taxation. Donc, vous avez ici une épargne des consommateurs. Et vous avez naturellement l'épargne du gouvernement, l'épargne du gouvernement, qui lui provient plutôt des revenus de taxation moins les dépenses gouvernementales. Et tout ça doit toujours être égal aux investissements et le compte courant. Donc, vous voyez qu'on a une équation qui commence à prendre une forme très intéressante ici. Donc, qu'est-ce qui devrait se passer? Bon, d'abord, on a ici la somme toujours de notre épargne. La somme de l'épargne des consommateurs et de l'épargne du gouvernement constitue l'épargne totale au pays. Eh bien, cet argent-là, vous devez soit l'investir au pays, soit,
soit l'investir à l'étranger. Mais qu'est-ce qui se passe si j'ai une augmentation du déficit gouvernemental? C'est-à-dire que les dépenses gouvernementales augmentent, mais les revenus de taxation, eux, n'augmentent pas. Donc, c'est-à-dire que mon épargne nationale, ici mon épargne privée reste la même, mon épargne privée ne change pas, mais mon épargne nationale, elle, mon épargne nationale va diminuer. L'épargne du gouvernement diminue. Maintenant, vous avez deux choses qui peuvent se produire. Pour respecter cette identité-là, eh bien, soit vous avez une diminution de l'épargne, une augmentation, pardon, de l'épargne des consommateurs, un concept qu'on appelle l'équivalence ricardienne, ou, ou vous avez des intrants de capitaux étrangers. Donc, des capitaux étrangers vont venir financer votre dette. C'est souvent pour ça que vous allez entendre des gens dire que les États-Unis, que la dette des Américains est détenue par l'étranger. Donc, à chaque fois que le gouvernement américain fait des déficits, que l'épargne du gouvernement diminue, eh bien, les consommateurs, il n'y a pas d'équivalence ricardienne. Les consommateurs n'augmentent pas leur épargne en contrebalance de l'épargne gouvernementale. C'est plutôt des acteurs étrangers qui vont venir acheter la dette américaine, auquel cas, ici j'ai fait ma ligne, ma flèche dans le mauvais sens, auquel cas le compte courant va se détériorer. C'est-à-dire que les étrangers vont venir acquérir des capitaux américains. Donc, la diminution comme ça du compte courant permet de garder l'équivalence de mon identité et ça l'assure. Et c'est pour ça qu'on appelle la théorie des déficits jumeaux. Lorsque le gouvernement fait un déficit, lorsque l'épargne gouvernementale diminue, eh bien le compte courant diminue également. C'est ce qu'on appelle la théorie des déficits jumeaux. J'espère que ça clarifie la notion de théorie des déficits jumeaux. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires. Ça va me faire plaisir à moi ou à mes collègues qui vous écoutent de vous aider et de répondre à votre question.